Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut monsieur Big Rusty. Il va vous parler d'un prospect sur le papier, vous avez dit, attendez. Nursulton Ruziboev, il a un bilan de 34 victoires, 8 défaites, 2 matchs nuls, et vous allez nous parler de lui, oui, parce que ce monsieur est tout simplement en feu, et vous allez voir ça, dernier combat, dernière victoire en date le week-end dernier, lors de l'UFC Atlantic City, avec un uppercut suivi d'un ground and pound des enfers, et le monsieur est tout simplement sur une magnifique série de victoires. T'as quelque chose à dire, Big Rusty? Ouais, faut quand même préciser que alors, pour le coup, sa toute dernière victoire du coup contre Cédric S. Dumas, il y a un bon vieil eye poke juste avant l'uppercut aussi, et en fait, faudrait pas le dire, mais en soi, cette victoire-là, elle est en pointillé, t'as compris. Un événement Atlantic City qui aura été marqué par la eye poke, notamment du côté de Chris Weidman contre Bruno Silva, mais... Un 1-2 de eye poke. Oui, c'est vrai, 1-2 de eye poke. Jamais vu. Magnifique. Mais cela ne nous regarde pas, c'est parti, générique. Alors, Nursulton, pourquoi ce monsieur est en train de devenir un problème? Donc Nursulton Ruziboev, de son surnom Black, qui est donc à 34 victoires, 8 défaites et 2 no contest. Sur ces 8 défaites, déjà, celle où il s'est fait finir, il n'y en a que 2, et c'était il y a 10 piges, quand il avait la vingtaine. Donc sinon, c'est que des décisions, voilà, donc c'est pas comme s'il était friable, entre guillemets. Et sur ces 34 victoires, donc c'est là où les statistiques sont folles. 32 finitions sur les 34 victoires, 25 au premier round, et là il est sur une série de 10 victoires d'affilée au premier round, dont 2 à l'UFC. Alors il a 30 ans, Nursulton Ruziboev, ce qui est relativement jeune, sachant qu'il est en middleweight, donc c'est une catégorie où les gabarits sont assez gros. Lui-même d'ailleurs est immense, il fait 1m96, ce qui même pour les middleweight est quand même assez grand. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que son palmarès, il a énormément donc de combats, pour 30 ans surtout, c'est assez rare. Il n'a pas une grosse carrière amateur, il n'a qu'un seul combat amateur, mais donc il a énormément d'expérience. Après, et c'est là où il faut voir un petit peu entre les lignes, entre guillemets, enfin c'est pas entre les lignes puisque c'est très explicite, c'est là sur son Tapology, mais c'est beaucoup de combats sur des circuits régionaux, donc en gros entre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. Et contre pas mal d'adversaires qui n'ont pas des palmarès complètement fifous. C'est-à-dire que typiquement, là, je suis sur son Tapology, je vois un 26-24, donc 26 victoires, 24 défaites pour Artem Chokalo. Là, il y a Maxime Soroka qui est à 20 victoires, 25 défaites. Juste au-dessus, Bogdan Kotoloyanov qui est à 10 victoires, 8 défaites. Après, il y a des 4-4. Et juste avant d'ailleurs d'aller à l'UFC, l'adversaire qu'il a affronté pour gagner son ticket pour l'UFC, Pavel Masalki, il était à 12 victoires, 12 défaites, et l'organisation c'était le WOF Global. Donc là, si on regarde que ça, par exemple, et ce qu'on vient de dire, ça y est, on se dit, le mec en fait est une fraude, etc. En fait, non, pas vraiment. C'est juste que c'est très bizarre, mais sur tous les combats qu'il a fait, il y en a, c'est effectivement un petit peu la cour des miracles contre des gars qui ont rien à faire contre lui et dans des orgas un peu isolés, mais il a aussi fait des combats dans des grosses orgas comme le Fight Night Global en Russie, comme l'Absolute Championship Berkut, donc maintenant c'est l'ACA où on sait qu'il y a beaucoup de tueurs à gages, au Brave. Il a même fait un combat donc là récemment à l'Octagone. Et il a fait aussi, même dans les petites organisations dans lesquelles il a été, il a fait des combats contre des mecs qui sont quand même assez chauds et qui ont, eux, des gros palmarès aussi. Donc c'est pour ça que c'est très étrange, parce que c'est un espèce de bordel, un espèce de fourre-tout, mais au milieu duquel quand même, c'est-à-dire que si t'enlèves tous les trucs qui sont contre des gars qui sont pas très forts dans des petites orgas, il y a quand même du solide, et il y a quand même des vraies démonstrations où il montre que c'est pas n'importe qui quand même. Et puis alors, quels sont ses points forts? Il est bon partout. Alors debout, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a... J'attends de voir à l'UFC contre des gars qui seront le cran au-dessus, même si là donc il a battu les entrées de gamme, entre guillemets, quand il est arrivé à l'UFC, mais
debout, il est rapide, il est puissant, mais c'est pas non plus quelqu'un où tu te dis, oula, c'est comme Ramzat, c'est-à-dire que le mec, t'as l'impression qu'il a la touche de la mort quand il arrive en middleweight et il met KO les gars en une seule touche, en 8 secondes, etc. Mais il est quand même puissant, il est rapide, il bouge bien, il est technique, et au sol, il est vraiment très fort, c'est-à-dire que il a 20 soumissions à son actif, et sur les 20 soumissions, il y a absolument de tout, des étranglements arrière, des clés de bras, des triangles, enfin vraiment, il sait absolument tout faire. Il a 12 KO ou TKO et 20 soumissions, il a que 2 décisions parmi toutes ses victoires donc. Et pour ses défaites, les deux où il s'est fait finir sur les 8, c'était genre il y a 10 piges. La première, c'était un TKO, mais c'est quand il avait 20 piges. C'était en 2014 dans un circuit régional en Ouzbékistan et tout. Et ensuite, ouais, la Kimura qu'il a prise, c'était pareil en 2016, donc il y a 8 ans. Et en fait, le reste du temps, on aurait pu se dire en fait, bon bah ouais, c'est un bon combattant régional, comme il y en a beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des combattants qui ont des énormes palmarès comme ça, tu dis putain, le mec il a 60-0, qu'est-ce que c'est que ce monstre? En fait, c'est 60-0, mais voilà, c'est entre la boulangerie et puis l'aéroport, tu vois. Bah là, pour le coup. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en plus, je vise personne. Pourquoi tu fais la grimace? Mais voilà. Et lui, on aurait pu se dire ça au début parce qu'il y a beaucoup de combats qui sont donc sur le circuit kazakh ou ouzbek régional. Et en fait, le truc, c'est que il a commencé petit à petit à faire des combats au Brave, des combats au Pro FC, des combats. Il me semble qu'il en a fait aussi dans l'organisation de Khabib, mais ça, je ne suis pas sûr. Et donc les deux derniers qu'il a fait sont à l'UFC et sont aussi des finitions au premier round. Dont, alors celui contre Cédric Dumas, du coup, je le mets un petit peu de côté parce qu'il y a quand même eu le high poke. Et avant ça, c'était où il mettait, il spammait un peu l'uppercut, mais c'était pas, il n'y avait pas vraiment d'indication qu'il allait facilement finir Cédric Dumas. C'est possible qu'il l'aurait fait, mais c'était pas sûr et certain. Et il y a eu l'high poke. En revanche, contre Bruno Ferreira, celui juste avant, en fait, c'est un peu un classique pour lui, c'est-à-dire que au bout d'une minute de combat ou un truc comme ça, il chope un kick, il met un énorme parpaing en direct dans la bouche de Bruno Ferreira et il le termine dans la seconde. Et en fait, c'est pour ça que, comme c'est en middleweight de surcroît et que en middleweight ça peut aller très vite, j'y crois quand même. J'attends de voir parce que je suis pas encore complètement convaincu du coup à l'UFC parce que voilà, il a rencontré les gars qui sont des gars un peu, c'est pas d'entrée de gamme parce que c'est d'entrée de gamme à l'UFC, donc c'est quand même du très bon niveau. Et puis les gars qu'il a rencontrés, ils étaient quand même sur des bonnes séries. Mais j'attends de voir parce que il a un style qui est un peu nonchalant, qui a l'air de laisser des ouvertures. Et en fait, bon, maintenant, c'est parce qu'on est chauvin, mais maintenant, en fait, je raisonne que par rapport à et s'il rencontrait Nassourdine. C'est con, hein, parce qu'il y a d'autres combattants dans le top 15, mais tu vois, je me dis, par exemple, typiquement, s'il rencontrait un mec comme Nassour, est-ce que son style un peu, tu sais, grand jig comme ça, grand spaghetti, un petit peu, il est rapide, mais pas non plus laser. Est-ce que ça passerait contre quelqu'un qui est un sniper? Est-ce que ça passerait contre quelqu'un qui va extrêmement vite, qui est extrêmement technique et où tu peux pas faire deux, trois fois la même technique d'affilée comme il l'a fait contre Dumas parce que sinon ça passe pas. Donc c'est pour ça que j'attends de voir et je suis pas encore totalement, complètement convaincu. Et on va voir qu'il peut faire tout ce qu'il a fait jusqu'à présent à l'UFC et écraser toute la concurrence. Mais c'est versatile le mot, s'il est bon partout. Vu la versatilité du Boug, quand il est au sol, le mec, c'est. Bah, je n'ai pas envie de faire des comparaisons encore, mais hein, tu as l'impression de voir un peu un Charles Oliveira dans le sens, il tente tout le temps, où qu'il soit, quelle que soit la position. Il fait des retournements de fou, il met des slams, il fait. Parmi les soumissions qu'il a mis, les 20 soumissions, t'en as, c'est une pochette surprise. T'as des armbars, des étranglements arrière, des triangles, des guillotines, des rear naked choke. Enfin, oui, je crois. Donc, t'as absolument de tout. Et vraiment, il est opportuniste au possible. Donc en fait, c'est pour ça que je suis super curieux de voir où il va. Déjà parce que c'est excitant de voir un mec qui est sur 10 finishes au premier round d'affilée, ce qui est le cas, je sais pas si on l'avait dit, mais en plus de ça, qui est extrêmement bon partout et dans une catégorie comme ça où ça peut aller aussi vite. On rappelle que Alex Pereira, je crois que c'est en 1 an et demi ou 2 ans, il est arrivé jusqu'au titre parce que l'UFC lui avait un peu facilité, mais quand même un mec comme Nursultan Ruziboev, alors bon, il est ouzbek, je n'ai pas été regarder s'il parlait anglais ou quoi que ce soit, c'est peut-être ça qui peut le freiner dans le sens où, voilà, c'est pas,
c'est pas un gars qui va visiblement nécessairement trop se vendre par les paroles, mais ça peut devenir un Shavkat Rakhmonov, quoi. Et c'est pour ça où moi je commence, j'ai vraiment très très envie de le suivre. C'est que il écrase tout le monde et même s'il parle pas anglais, ses performances en fait parlent pour lui. Et quand on voit que Shavkat, même sans trop parler anglais, juste parce qu'il a un certain charisme, et puis surtout par tous ses finishes, comme il a 100% Shavkat, bah là, il est en train de gagner le cœur des fans et à voir, mais ça commence à sentir un peu le Shavkat côté middleweight, quoi. D'ailleurs, il est ouzbek aussi, Shavkat. Et d'ailleurs, Non, il est pas ouzbek. il est kazakh. Voilà. Attention raccourci, Big Rusty. Kazakh, oui, parce que kazakh, c'est triple G. Oui, c'est Kazakh. Comment il s'appelait le cycliste qui était kazakh aussi. Ah oui, oh, qu'on a. Tu te souviens ? Oui, j'ai peur de dire une bêtise. Kournikova, non, c'est pas ça. Ah, ça y ressemble. Alexander, c'est Alexander. Alexander. Ouais, mais ça ressemble à Kournikorov. Et oui, parce qu'en gros, parce qu'ils ont un drapeau que je surkiffe avec bleu ciel, bleu c'était turquoise. l'équipe Astana. Astana, putain, mais tu te souviens de ça ? Ah mais bon, on adorait, c'était grande époque du Tour de France. Alors attendez, on va vous le retrouver. Bah d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on hésitait à faire un podcast d'ailleurs sur le dopage là. Vinokourov. Vinokourov, c'est ça. Quelle mais ça, légende. mais pour ceux qui ont grandi, je sais pas si on peut dire qu'on a grandi avec le Tour de France parce qu'on n'était pas passionné, mais pendant les grandes vacances, t'avais quand même toujours le Tour de France. C'était et incroyable. t'en t'es toujours ces blazes là. Vinokourov. Ah ouais, non mais là, c'était l'époque où tout le monde était chargé, c'était génial. Ah ouais. Peut-être de retour à l'UFC, on va voir. On sait pas. Ouais. Mais oui, voilà, c'était pour dire ça. Et tandis que Ouzbek, il y a du blanc au milieu et je crois qu'il y a du vert et du orange, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est à suivre de très près. Et en plus, il a l'air d'avoir un petit, je sais pas comment on dit, pas un bagou, mais dans son dernier combat contre Cédric Dumas, juste avant que le combat ne commence, c'est-à-dire que les deux, t'as l'arbitre qui est en mode vous êtes prêts? Bah lui, au lieu de dire vous êtes prêts, il est en train de faire coucou à un mec dans le public au calme, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que il y a des petits trucs qui me font dire on va voir jusqu'où ça va, mais que ce soit ses perfs dans la cage, son palmarès ou son... Ouais, il a l'air d'avoir un petit... C'est quoi le mot ? C'est pas flow, c'est pas... Mais il est pas... C'est pas un robot, quoi. C'est pas un... Comment s'appelle-t-il déjà ? C'est pas le mec qui est en light heavyweight, qui a une tête un petit peu qui fait penser à un oiseau. Comment s'appelle-t-il ? Wow. Tu sais, le gars qui a des orbites très rentrées, qui est trop chaud, il fait des rematchs tout le temps à son grand dame. Il a fait une égalité contre Blachowicz. Oui, Magomed Ankalaev. Ankalaev, c'est ça. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un peu un comportement de robot un peu à la Ankalaev. Donc voilà, il y a plein de trucs qui font que... Et de toute façon, c'est une catégorie, comme l'a dit Big Rusty en préambule, et c'est très important, qui a besoin de 109 et où ça peut aller extrêmement vite. C'est Magomedov, le gars qui avait perdu contre Sean Strickland, qui avait été propulsé assez rapidement. Ça, Abus Magomedov. Ouais, Abus Magomedov. Donc ça va très très vite dans cette catégorie. Vous voyez aussi... Oui, vas-y, pardon. Et comment il s'appelle aussi d'ailleurs le gars que Nassour était censé affronter? Oui, exactement. Mais, qui a juste perdu contre Ramzat Chimaev. C'est un calvaire pour les noms aujourd'hui. On est vraiment désolé à vous qui nous écoutez. Après, pour notre défense aussi, là, on est sur beaucoup de noms des pays de l'Est ou du Caucase. Et c'est pas assez. Ikram Aliskerov, voilà. Aliskerov. Déjà, tous finit par off. Enfin, c'est voilà. Pour notre défense. Hein. Qui est absolument terrifiant et qui est sur une série de. Il a juste perdu contre Ramzat, dernière victoire à l'UFC 294 contre Alves. Et c'est vrai que là, il devait revenir. Tac. Ah oui, voilà, c'est ça. Il devait revenir contre Anthony Hernandez à l'UFC 290, mais il s'était blessé. Il avait été remplacé par Roman Kopylov. Ah, oui. Le préféré de notre coach Alexis de la Sueur Gym. Exactement, oui, qui a connu une sale défaite. Non, mais rendez-vous compte, il y a quand même un gars en France, c'est ce qu'on dit à chaque fois, qui est fan de Roman Kopylov. Donc, ça existe. Mais au point où Alexis se lève. Oui. À 4h du mat pour regarder les combats de Kopylov, juste le combat de Kopylov, et il se rendort après. Oui, en vrai, je pense que c'est le seul en France. Oui, je vois pas. À moins qu'il y ait de la famille de Kopylov peut-être en France, mais. C'est tout. Bref, on a terminé pour ce nouveau prospect de la catégorie middleweight. On espère que vous appréciez ces podcasts où on essaie de vous faire découvrir des petites pépites ici et là. On se retrouve très vite. Ciao. Sweet protein. Moins 30% minimum sur tout my sweet protein, sur tout my protein. Avec le code la sueur, ça ne bouge pas. Et puis Oli Moly Révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé.
Code la sueur 5 pour votre première commande, vous avez moins 5 euros. Et si vous avez... Oh, voilà. Moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, vous utilisez le code la sueur 10 et vous aurez moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!